Bonjour Yves. Bonjour Laurence. Ravi de te recevoir à nouveau à Paris. Eh bien moi aussi. On s'était vu en début d'année, au mois de janvier, pour un hommage à François Villers. C'était très sympathique, oui. Voilà, et aujourd'hui, je voulais que tu nous parles de ton parcours dans le milieu astrologique, puisque, comme le disait André Barbeau, tu es là depuis un certain nombre d'années en tant que spectateur, mais évidemment aussi en tant qu'acteur. Et André Barbeau t'avait beaucoup encouragé à retracer ce parcours dans un livre que tu as écrit en 2020, je crois. Oui, oui, oui. Qui s'appelle donc L'astrologie, le grand voyage en soi et dans l'avenir. Voilà, je voulais que tu nous en parles de vive voix. Tu as assisté au grand tournant du monde astrologique en France depuis de nombreuses années. Et si tu pouvais nous relater un petit peu ton parcours et tout d'abord, à quel âge et comment tu as découvert l'astrologie? Alors, j'ai découvert l'astrologie à 16 ans. J'étais en pension et j'avais le rôle d'être un peu celui qui alimentait le collège en papier, crayon. Donc j'allais toutes les semaines chez le libraire Papetier. D'accord. Et puis je suis tombé sur un livre d'André Barbeau qui s'appelait Le Capricorne. Je suis du Capricorne. Hein. Et moi je m'intéressais beaucoup à ce moment-là à la caractérologie. Ma mère m'avait initié au traité pratique de Leucène, donc... La caractérologie, excuse-moi, c'est un peu comme de la morphologie? Non, c'était de faire des tests. Est-ce que tu es plutôt émotive ou non émotive? Est-ce que tu es plutôt active ou non active? Est-ce que tu es plutôt, il disait primaire ou secondaire, ça voulait dire rapide ou lent. Et à partir de ces trois données, on avait 8 types. Alors, moi, j'étais très fort pour catégoriser les personnes autour de moi. J'étais en philo, donc j'avais un copain, bon, je l'avais caractérisé colérique. Moi, je m'étais caractérisé flegmatique, c'est-à-dire secondaire, actif, non émotif. Et puis, quand j'ai vu le bouquin de Barbeau, Capricorne, il disait les Capricornes sont flegmatiques. D'accord. Alors ça m'a fait drôle, tu vois, je me suis dit, moi je passe du temps à faire des tests, et puis par l'astrologie, on peut arriver au même résultat. Mon meilleur copain, lui, le colérique, là, il était bélier. Alors, quand j'ai acheté le bouquin pour lui offrir du bélier, je voyais le bélier colérique. Alors là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose. Et comme M. Barbeau fait bien sa publicité, il faisait de la publicité pour le traité pratique d'astrologie. Alors bon, j'ai fait venir de Paris le traité pratique d'astrologie. Moi, j'étais à la flèche, hein, parce que j'avais même demandé à mon fameux libraire ce bouquin d'astrologie. Il avait sauté au plafond pour lui, un livre d'astrologie. C'était pas sérieux. Il ne connaissait pas. Donc, j'ai lu le traité pratique, et là, j'ai vraiment eu le coup de foudre pour l'astrologie. D'accord, donc très jeune. Hein. Et dans ce traité, il y avait une note de bas de page. Il est possible d'écrire à l'auteur. Alors moi, à 16 ans, hein, on a toutes les audaces. J'ai écrit à M. Barbeau et j'ai une réponse par retour du courrier. Il m'a dit « Ah, vous avez une bonne approche de l'astrologie. Et puis, si vous voulez suivre des cours par correspondance, ben, il y a M. Nicolas, qui est un très bon astrologue, qui vient de démarrer un cours par correspondance. » D'accord. Alors, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion et je me suis inscrit à ce cours par correspondance. Donc, j'ai eu d'emblée 2 maîtres. Oui, André Barbeau et Jean-Pierre Nicolas, la crème de la crème. Parce qu'après, je suis arrivé à Paris, donc je voyais M. Barbeau et M. Nicolas, avec qui j'ai suivi le cours par correspondance. Et il m'a traité tout de suite comme, comment dire, presque comme un ami. Donc, il ne m'a pas fait payer cher. Et puis, il me tenait au courant de ses recherches. Et puis, comme j'aimais beaucoup ses recherches, je lui donnais des fois des idées, d'ailleurs. Il était très content, moi aussi. Donc, à 16 ans... À 16 ans, quand quand 2 personnes vous disent « vous devriez être astrologue », bon, je crois que ça donne à réfléchir. Ouais. Ça m'a donné un peu ma vocation. Peux-tu nous rappeler qui était Jean-Pierre Nicolas? C'était l'école conditionnaliste? Alors oui, quand je l'ai connu, Jean-Pierre Nicolas, il était dans le Centre international d'astrologie, il était très lié à André Barbeau. Mais il avait tout de suite repris une idée d'ailleurs de Ptolémée, hein, qu'il faut interpréter un thème
en tenant compte du contexte. Il trouvait que trop d'astrologues étaient fatalistes, enfermés dans l'astrologie. Alors lui, il a dit non, un thème, il faut tenir compte de l'ADN, on va dire, de la biologie, il faut tenir compte du milieu social, de la petite enfance. Donc moi j'ai eu cette approche tout de suite, de faire une astrologie qui tienne compte du contexte et aussi du contexte astronomique, parce que Jean-Pierre Nicolas a toujours tout basé sur les cycles, sur... Oui, mais André Barbeau aussi, à sa manière. Oui, en astrologie mondiale. En astrologie mondiale. Jean-Pierre Nicolas, c'est plus en astrologie individuelle. D'accord. Mais c'était la base astronomique. Par exemple, pour le zodiaque, c'était de s'intéresser à la durée du jour et de la nuit de chaque signe, trouver le fondement astronomique des signes, des maisons, des aspects, et puis des planètes. Voilà. Et là, ça me plaisait beaucoup, parce que je trouvais que c'était un fondement solide. Monsieur Barbeau, il n'avait pas cette accentuation sur l'astronomie. Bon, lui, c'était un praticien, mais il n'allait pas faire des recherches sur les rapports entre les cycles, comme a fait Monsieur Nicolas. Voilà. Mais bon, il m'apportait chacun quelque chose, parce que Monsieur Barbeau, lui, il était plus extraverti. Il faisait beaucoup d'études de cas, et tous les 15 jours pratiquement il parlait à Paris. Parce que très vite je suis venu à Paris, à 18 ans. En fait on peut dire, ma connaissance du milieu astrologique démarre en 1965 quand j'arrive à Paris. Parce que mes loisirs c'est d'aller tous les 15 jours écouter quand même les astrologues comme Joël de Gravelaine, Régine Rouet, Paul Colombet, Jacqueline Aimé, bien sûr Jean-Pierre Nicolas, André Barbeau. Mais c'est monsieur André Barbeau qui domine la scène. Donc, pratiquement tous les 15 jours, il interprète un thème ou il fait de l'astrologie mondiale. Et puis surtout, après la séance, là, après la soirée, on se retrouve jusqu'à 1h du matin au café. Et donc, et arrive... ah oui, Jean Carteret. Jean Carteret. Ah oui, oui. Alors Jean Carteret qui arrivait toujours d'ailleurs à la fin de la soirée. Oui, c'est pour ça, oui, quand tu parles 1h du matin. Mais lui, il restait jusqu'à 1h du matin. Alors, en général, j'étais toujours entre André Barbeau et Jean Carteret. Donc je passais des soirées formidables. Imaginez un jeune de 18 ans qui se retrouve comme ça dans un milieu d'adultes très fraternel, parce qu'à l'époque, tout le monde s'entendait bien. Et Monsieur Barbeau voulait que je sois à côté de lui, parce que comme je faisais des études universitaires, il en profitait pour me poser des questions sur les livres à lire, etc. Et puis moi aussi, encore plus, j'en profitais, je pouvais lui poser toutes mes questions. Alors, je peux vous dire c'est ce que j'allais dire, parce que si tu t'es intéressé, alors je passe un petit peu du coq à l'âne, mais si l'enseignement de Jean-Pierre Nicolas sur l'hérédité, sur le milieu social et tout ça, tu étais déjà étudiant en psychiatrie sociale et... Alors j'ai d'abord fait des études de sciences sociales. Sciences sociales. C'était à l'Institut catholique, mais ça avait de l'intérêt parce que on faisait de l'économie, du droit, de la psychologie sociale, de la sociologie, de l'ethnologie, de la démographie. C'était vraiment un enseignement global, fait par des jésuites qui ont des antennes dans le monde entier. On faisait déjà à cette époque l'économie non seulement des États-Unis, des capitalistes, de la Russie, mais déjà du tiers-monde. Les rapports entre ces trois types d'économie. Et je me souviens du prof d'économie qui nous disait en 1967, vous verrez, les pays du tiers-monde, un jour, c'est eux qui vont prendre beaucoup d'importance, on y est. Créer des problèmes. Il nous disait, on ne peut pas vous dire quand, mais ça arrivera. Voilà. Donc, j'ai toujours eu, je dirais, une bonne approche économique, parce que grâce à cette formation, je faisais toujours attention justement au rapport entre les pays du tiers-monde. À l'époque, on les appelait sous-développés. Après, on les a appelés en voie de développement. Ouais. Après, maintenant, c'est plutôt les pays du Sud global. Ils ont été émergents, maintenant, ça y est, ils ont émergé. Oui. Maintenant, on a les BRICS. Voilà, donc j'ai eu cette formation de sciences sociales pendant 2 ans. Qui m'a permis... faisais déjà de l'astrologie mondiale en parallèle? Ah bah oui. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais déjà tout de suite dans le bain, à fond dans l'astrologie. Donc, moi, j'ai jamais été un pur astrologue, parce que j'étais en même temps dans les sciences humaines. Mais avec mes collègues des sciences humaines, j'étais celui qui parlait d'astrologie. Donc je connaissais un peu les réactions
du milieu universitaire par rapport aux astrologues. C'était pas génial d'ailleurs. Mais quand même, je suis content parce que j'arrivais de temps en temps à en convaincre là. Tu en as converti ah oui, j'en ai converti pas mal. Mais bon, après, ils ne pouvaient pas trop le dire, hein, que ça avait de l'intérêt, parce que dans le milieu universitaire, c'est mal vu de s'intéresser à l'astrologie, tout du moins à cette époque. Voilà. Donc, la psychiatrie sociale, c'est venu après. D'accord. Parce que quand j'ai eu ce diplôme de l'Institut d'études sociales, une amie m'a dit, tu sais, quand tu es à l'école pratique des hautes études, tu es en contact avec un chercheur, ils ne sont pas nombreux, là on apprend plein de choses, et surtout, on met en pratique, on peut faire un mémoire, etc. Donc, moi je travaillais comme éducateur à l'époque, chez des handicapés, on dit peut-être plus le mot d'ailleurs, mais chez des enfants en situation de handicap, voilà. Et moi j'ai fait donc des mémoires sur les parents qui avaient des enfants en situation de handicap. Et tu montais leur thème ? Aux enfants, oui, parce que j'ai même été instituteur pendant un trimestre pour remplacer quelqu'un qui était malade. Et oui, ça m'avait bien. Ça m'avait bien servi parce qu'au début j'avais une classe difficile et puis j'avais affaire à un lion ascendant lion qui était quand même très présent, hein, et j'ai réussi à le mettre dans ma poche. Si bien qu'après, c'est lui qui faisait la police. Après, j'avais plus un problème. Hein. Dès qu'il y avait quelqu'un qui sortait un peu, c'était lui qui s'est... Non, parce que Pierre Sant'Agostini a aidé beaucoup d'enfants. Ah bah oui, mais c'est une petite classe, hein, j'avais une dizaine d'enfants, hein, mais j'avais les thèmes des 10. Hein. C'était pour moi, c'était passionnant de pouvoir justement adapter pour chacun l'enseignement. Voilà. Mais bon, ça avait été une toute petite parenthèse. Donc la psychiatrie sociale, m'a beaucoup intéressé. Hein, c'était. C'est-à-dire que tu avais un champ d'application déjà. Voilà, je pouvais faire le lien même entre l'ethnologie et puis la psychiatrie, ce qu'on appelle maintenant l'ethnopsychiatrie. Et j'ai eu la chance toujours moi de travailler avec des petites équipes. En fait, j'ai pas été vraiment à la grande université, si à la fin, mais même à la fin, j'étais plutôt considéré comme, je dirais, quelqu'un avec qui on fait un travail en commun, mais pas vraiment comme un élève. Donc j'ai toujours eu de la chance dans mes études, on peut dire. Et puis tu avais l'informatique aussi. Alors là, quand je me suis marié, il fallait nourrir la famille, parce que très vite on a eu une première fille. Et à l'époque, je voulais devenir psychanalyste. Je me suis dit, faut de l'argent. Hein, alors, je vais apprendre l'informatique. Avec cela, après, je pourrais payer mes séances de psychanalyse. Mais bon. Mais en tout cas, tu as bien fait, parce que voilà, je parle de l'informatique, parce que ça t'aura fait. Le destin en a fait autrement, hein, mais je dirais, j'ai appris l'informatique vraiment au bon moment. Hein, et quand je suis rentré à Astroflash, grâce à M. Barbeau, eh bien, au début, ils n'ont pas voulu que je sois informaticien, hein, mais ils me donnaient quand même l'autorisation d'utiliser l'ordinateur. Mais c'est pas toi qui as convaincu M. Barbeau de créer Astroflash ? Ah non. Non, d'accord. Ah non, si ça vous intéresse, en fait, M. Barbeau a été contacté par M. Berthier et M. Masson pour faire un logiciel qui était exploité sur un ordinateur. Parce que la société Ordinastral avait 2 ordinateurs, un qui ne servait pas grand-chose, il était de secours. Alors pour l'utiliser, ils ont eu l'idée de faire un logiciel d'astrologie. Et ils ont fait appel au meilleur astrologue. Oui, parce qu'au départ, il n'était pas très enthousiaste. Il n'était pas d'accord. Et puis, ce qui l'a convaincu, c'est de pouvoir... Il y a 2 choses qui l'ont convaincu. C'est qu'on lui a dit, si ce n'est pas vous, on va faire appel à Hadès. Alors, M. Barbeau, il s'est dit, ça ne va pas tellement être bien fait. Et puis, M. Barbeau a demandé, est-ce qu'il pourrait avoir accès à l'ordinateur pour faire des recherches historiques ? C'est ça. Des calculs sur les thèmes anciens. Il a pu monter les éphémérides il y a 3000 ans. À ce moment-là, on lui a promis. Hein, et c'est moi qui ai fait le travail, puisque j'avais une formation d'informaticien. Donc c'est toi qui es quand même à la source de ces éphémérides. Voilà. Je pourrais vous les montrer si vous voulez. Oui, avec plaisir. Et donc, c'est vrai, j'ai un peu un trio, hein, l'informatique, les sciences humaines
et puis l'astrologie. Voilà. Ce qui me permet de, comment dire, de vivre peut-être les défis de mon thème. Voilà. Oui, alors justement, c'est peut-être le moment d'en parler. Donc tu es Capricorne ascendant Cancer. Oui. Mais avec donc toute fin Cancer, 27 degrés 47, avec une opposition Soleil-Saturne importante qui domine le thème, à mon avis. C'est vrai, c'est vrai. Hein, pour Ptolémée, j'ai toute la séquence, hein, Saturne, l'opposition et le Capricorne. Hein, c'est ça. Oui, parce que d'après Ptolémée, l'opposition est de nature saturnienne, c'est ça. Voilà. Hein, donc en général, n'importe quel astrologue qui interprète mon thème, bon, il arrive toujours là-dessus, et il ne se trompe pas en général, parce que je suis assez typé. C'est aussi pour ça que je me suis reconnu dans le livre du Capricorne, parce que j'étais en même temps saturnienne. J'ai beaucoup étudié les gens qui avaient des thèmes d'opposition, hein, parce qu'il fallait que je règle mon problème. Hein, parce que pendant longtemps, j'étais plutôt du genre timide. Encore que l'astrologie, justement, m'a sauvé de ma timidité, parce que ça me donnait le moyen d'entrer en contact avec les autres. J'avais une approche qui les intéressait, hein, et j'avais quelque chose à apporter. Bon, et puis un beau soleil au descendant quand même. Et puis une réception mutuelle quand même entre le Capricorne et le Lion. Entre Soleil et Saturne. Oui, Saturne dans un signe solaire et Soleil en Capricorne, bien sûr. Donc il y a quand même, donc cette opposition, c'est vraiment c'est ça, il y a mon axe en quelque sorte. Le Soleil réchauffe quand même nettement. Voilà. Donc j'ai appris avec le temps à accepter de jouer sur les contraires. Au début, ça a été dur. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'accepte d'être enseignant et chercheur. Donc au début, je faisais 6 mois d'enseignement, puis j'arrêtais tout, 6 mois de recherche. Bon, une fois que j'ai bien compris qu'il fallait que j'ai deux choses différentes, eh bien, tu as fait le lien. C'était plus 6 mois, hein, c'était 1 mois, 15 jours. Mais je me suis rendu compte que j'avais une facilité à être sur 2 champs différents. Donc je l'avais été dès le départ, hein, avec l'astrologie et les sciences humaines. Puis même en astrologie, entre Barbeau et Nicolas, parce que plus ça allait, plus ils devenaient différents l'un de l'autre, surtout Nicolas qui se différenciait de Barbeau. Donc il fallait naviguer. Hein. Et puis après, avec l'informatique, hein, j'ai probablement été le seul, à un moment donné, vraiment astrologue et vraiment informaticien. Oui, et donc... Donc il fallait gérer ce contraste. Mais bon, c'était intéressant, parce que dans une soirée, je pouvais, dans un certain cas, dire « Ah, je suis informaticien ». Puis quand j'avais envie un peu de m'amuser, je disais « Je suis astrologue ». Parce que là, j'avais 2 camps. Hein. J'avais les pros, les pour, et puis j'avais les contre. Et puis moi, à ce moment-là, en général, j'étais l'arbitre, parce que j'étais en général pas aussi pour que les pour, parce que j'avais ce côté un peu, je dirais, conditionnaliste. Et je n'étais pas pour les contres, je n'étais pas du côté des contres, bien sûr. Mais j'ai toujours aimé être entre deux, en quelque sorte. Et puis après, ça a été les courants astrologiques, hein, entre les humanistes et les psychos, les karmiques et les psychos. Mais ça m'a jamais gêné. Ça, c'était après avec les congrès. Voilà, ça m'a jamais gêné de jouer sur différents plans. Voilà. Donc en 1975, tu crées ton école. On va peut-être pas revenir... ça a été une date importante. Hein. Disons que c'est peut-être la date la plus marquante de ma vie, parce que j'ai été, on va dire, viré de l'école que j'avais pas fondée, dont j'étais le directeur. Je dirigeais le CEFA de Jean-Pierre Nicolas. Et c'était une association, j'ai été mis en minorité. Et donc, au mois d'août, on m'annonce que je ne suis plus du tout responsable de l'école. J'ai 1 mois de dépression. Voilà, et le soleil a repris le dessus. Et au bout d'1 mois, hein, j'avais deux élèves qui m'ont dit « il faut à tout prix que tu crées ton école ». Et par chance, je trouve un local juste en face d'Astroflash, la maison d'Alsace. On
pouvait louer. Astroflash, c'était sur les Champs-Élysées. Hein, oui. Et juste en face, hein, d'un côté, le côté père, c'était donc... Ah bah c'était bien, donc les gens venaient faire leur Astroflash et après ils venaient prendre des cours chez toi. Oui, je les recrutais à Astroflash et ils pouvaient ensuite venir suivre des cours une fois par semaine à la maison de l'Alsace qui était juste en face. Donc, donc là tu étais seul maître à bord ou oui, alors là, pendant 2 ans... les élèves pouvaient suivre. Moi, je n'avais pas un enseignement sur 4-5 ans. Hein. Moi, c'était en 2 ans. D'accord. Soleil, Mars, Capricorne. C'est du ça va vite. condensé, rapide. Hein, voilà. Mais bon, avec ma méthode, en général, ils se débrouillaient déjà très bien. Et puis, au bout de 2 ans, les élèves, ils n'ont pas voulu me quitter. Donc, et puis à ce moment-là, il y a une de mes élèves qui me dit tu peux l'année prochaine donner des cours dans ma librairie le soir, hein, mais il faut que tu crées une association. Alors, avec les élèves, je crée une association. Alors, je raconterai tout à l'heure pourquoi elle s'est appelée l'Arc. Hein. Et, manque de chance, elle a été obligée de vendre sa librairie. Donc, je me suis retrouvé sans local, si, avec l'ancien local, mais avec une association sur les bras. Voilà. Et puis, c'est là où tout le monde m'a dit, mais on va se retrouver. Alors j'ai organisé une réunion tous les mois. Et juste à ce moment-là, il y avait, je suivais des cours de yoga. Et puis le maître de ma prof de yoga, il passait à Paris. Et ma prof de yoga m'a dit, il faut absolument que tu rencontres Satyananda. Hein, il passera qu'une fois à Paris. Alors bon, faut toujours poser une question à un maître. Bon, moi, j'avais pas d'autre problème à l'époque. Hein, que la création de cette association. On se posait la question, quel nom lui donner, hein. Alors il y avait Suzelle Fuseau, qui était une de mes élèves, hein, qui proposait le GERC, parce qu'elle faisait partie du GERB, Groupement d'études des rythmes biologiques. Alors elle disait, bon, pourquoi pas, Groupement d'études des rythmes cosmiques. Hein. Mais bon, moi, le mot GERC, c'était la danse, tout ça, ça n'allait pas. Alors je demande au maître, est-ce que c'est bien d'abord si je crée l'association? Il m'a dit, oui, c'est le bon moment. Puis après, je lui ai dit, quel nom lui donner? Oh, le nom que vous voulez, pourvu il y ait le mot cosmique dedans. Alors, à ce moment-là, avec les élèves, les anciens élèves, on s'est mis à réfléchir. Puis moi, j'ai proposé l'ARC, Association pour la recherche des rythmes cosmiques. Ça m'a porté chance, ce nom-là, pour beaucoup de raisons. Et ça m'a fait travailler aussi. J'allais dire, c'est devenu mon mantra, le mot cosmique. Hein, parce que quand au mois de septembre, machinalement, premier cours, la dimension cosmique. Deuxième cours, la mythologie, troisième cours, l'histoire de l'astrologie, etc. Et puis après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai mis la dimension cosmique? Il va falloir que je parle pendant 1 heure de la dimension cosmique, ce que je n'avais jamais fait avant. Voilà. Donc, chaque année, le cours sur la dimension cosmique, bon, c'était pour moi quelque chose d'important. Voilà, donc, et la dimension cosmique, alors c'était pour toi, c'était justement c'était que l'astronomie c'était que, comment dire, l'astrologie s'inscrivait dans un ensemble. Hein. Par exemple, dans le vocabulaire, on a beaucoup de mots qui sont liés à l'astrologie d'une certaine manière. Hein, tu regardes un prix astronomique, un désastre, tu considères quelque chose, hein, c'est sidérant. Donc j'avais pas mal étudié le langage, hein, toute la dimension justement cosmique du langage, et puis les fêtes. Noël, c'est pas n'importe quand. Le solstice. Pâques, c'est pas n'importe quand, tu vois. En plus, Pâques, à la pleine lune, après l'équinoxe de printemps. Tout à fait, oui. Oui, donc ça imprègne de toute façon notre quotidien, en fait, sans qu'on le sache. Voilà, donc c'était de montrer que les cycles de l'astrologie, c'est aussi les cycles de notre vie quotidienne, de notre vie annuelle, etc. Voilà. Donc ça m'a beaucoup fait travailler ce mot cosmique. Et puis sur un plan plus trivial, quand je voyais mes confrères qui se faisaient vérifier fiscalement, parce que tous les astrologues ils y passaient parce qu'il y avait le mot astrologique, ben moi avec mon mot cosmique, ah oui, ça passait mieux. J'étais tranquille. D'accord.
Mais ça, bon, ça c'est pour la petite histoire. Oui, oui. Et donc c'est avec l'Arc que tu as commencé à organiser le congrès Alors l'Arc, c'était des réunions tous les mois. Mhm. Je faisais parler mes anciens élèves, hein, par exemple Suzelle Fuseau, qui était qui était du CNRS, elle nous faisait une conférence sur la biologie, comment elle avait fait le lien justement entre ce qu'elle observait avec ces insectes et puis le zodiaque, etc. Hein, quelqu'un d'autre travaillait à Sainte-Anne, qui était un biologiste aussi, donc il faisait aussi une belle conférence sur la neurologie, etc. Ah oui, donc c'était une dimension vraiment scientifique. Alors toujours pareil, hein, je mettais en lien, hein, une qui était conservatrice de musée, c'était peinture et astrologie, donc c'était de faire travailler mes élèves sur autre chose, comment ils avaient intégré mon enseignement dans leur vie de professionnelle, grosso modo. Et puis, je faisais aussi de temps en temps venir un astrologue. Comme ça que j'ai connu Joël Gravelaine, c'est comme ça que j'ai connu Alex Ruperti, Solange de Maynel, Jean-François Berry, Marielle Garel. Alors ça, j'ai fait ça de 77 à 88. Donc pendant 11 ans, tous les mois. Donc j'ai fait quand même 70 soirées. Si bien que j'ai quand même connu le milieu astrologique. Eh oui. Pour moi, c'était en même temps de l'ethnologie. J'étais curieux de savoir qui étaient ces astrologues connus. Et puis je les faisais parler sur ce qui les intéressait. Joël de Gravelaine, je n'avais pas voulu la faire parler sur la lune noire, parce que je n'étais pas lune noire. Mais comme elle avait démarré l'astrologie par l'astrologie médicale, je lui ai demandé de faire une conférence sur l'astrologie médicale. Et ça a été passionnant parce qu'elle était autant une experte de l'astrologie médicale que de la lune noire. Donc j'ai beaucoup appris au fur et à mesure. Et en fait, c'était aussi des soirées de formation permanente pour mes élèves. Ah oui, je leur disais, vous allez apprendre pendant 2 ans, mais après, si vous voulez, vous aurez une formation permanente. Je ne peux pas vous dire exactement ce que ce sera parce que j'improvise aussi. Je tiens compte de ce qui se présente, des anciens élèves, des astrologues de passage, etc. Et ça a duré 11 ans. Puis je me suis fatigué. Au bout d'11 ans, j'ai arrêté. Alors attends, je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que c'est vrai que tout à l'heure, ces astrologues, ils se retrouvaient chez Barbeau ou tu les rencontres, ou c'était à travers des revues ou comment il évoluait ce petit monde? J'ai du mal à me. Disons que à partir de cette période, moi j'étais en marge. Parce que finalement, quand j'ai créé l'école d'astrologie en 1975, le milieu astrologique était devenu, un peu hétéroclite. Non, il était devenu un champ de bataille. Déjà. Et moi qui avais essayé d'établir des liens sans arrêt entre André Barbeau et Jean-Pierre Nicolas, je ne pouvais plus. Et je m'étais fait renvoyer des deux côtés. Donc en gros, il y a eu un âge d'or pendant de 65 à 75. Oui, on va dire jusqu'à 74. Oui. Et puis, j'ai dit que j'étais parti de chez Nicolas, ou plutôt on m'a fait partir. Et puis, avant, Nicolas avait fait que je m'étais brouillé avec André Barbeau. Donc, à ce moment-là, je me suis dit, en bon Capricorne, je me retire dans ma grotte. En fait, j'avais une belle grotte, c'était mes élèves. Donc j'ai complètement, entre 77 et 88, là, j'ai ignoré le milieu astrologique, sauf que quand je les faisais venir, et à ce moment-là, moi je donnais mes cours rue Campagne Première. J'avais un élève qui me donnait ses locaux le samedi et le dimanche. Et donc les réunions de l'Arc avaient lieu tous les mois, rue Campagne Première. Et c'est ça qui est... Et ensuite, les congrès, c'était toujours sous la bannière de l'Arc. Oui, les premiers congrès. Oui, oui. Alors donc, en 88, j'arrête. Et puis, il se trouve qu'en 89, Lynn Bell fait venir, et puis quelqu'un d'autre avec elle, il faudrait demander qui, Lynn Bell, fait venir Robert Hand. Et bon, je suis informé. Alors, j'assiste à la soirée, ça devait être au mois de septembre, oui.
Et là, je me dis, tiens, c'est étonnant, hein. Tout d'un coup, il y a 70 personnes là, qui débarquent pour aller écouter Robert Hans. Tu peux me rappeler qui est Robert Hans? Donc, c'est un astrologue américain Alors, c'est un des plus grands astrologues américains qui a d'abord été complètement dans l'informatique. Ah oui, aussi, Qui a fait des logiciels, ou des textes pour les logiciels. Et puis, qui plus tard, après, c'est un historien un peu, qui a démarré des recherches en astrologie ancienne. C'est ça. Mais à cette époque-là, il était encore, je dirais, au niveau de l'informatique, en 89, 90. Mais bon, c'était vraiment un grand nom de l'astrologie américaine. Et à la fin, comme d'habitude, hein, les astrologues ils se retrouvent dans un café. Hein. Et puis, alors là, ça m'a échappé. Je dis, au mois de mars prochain, je vais organiser un colloque. Depuis un an, je n'avais plus rien fait. Hein. Et puis, il y avait Colette Chollet qui était là. Donc, je lui dis, est-ce que ça te gêne? Parce que c'est elle qui organisait les colloques tous les ans. Est-ce que ça te gêne si je fais un colloque au mois de mars? Elle me dit non, d'ailleurs, je vais me faire opérer à ce moment-là. Donc, j'avais son accord, je ne la prenais pas en traître. Hein. Et puis, bon, au mois de mars, hein, comme je connaissais bien le FIAP, Foyer international d'accueil de Paris, qui est rue Cabanis, j'ai loué une salle pour 200 places. Hein, et à ma grande surprise, moi j'attendais 50 personnes. Hein, et tu as fait salle pleine. Il a fait, pas tout à fait, mais 150 personnes. Ouais, bon. Et surtout, on m'a demandé de continuer. Alors que, bon, moi j'étais habitué plutôt à 20 personnes. Hein, chaque mois, c'était 20 personnes. Puis là, bon, là, je m'étais dit quand même... Et tu avais invité qui alors pour cette première édition? C'était... ah oui, Colette Chollet, Robert Hans. Non, Colette Chollet, puisqu'elle elle se faisait opérer, elle n'est pas venue. Mais moi, je participais à un groupe qui s'appelait Mercure. Donc, j'ai fait venir les membres de Mercure, c'est-à-dire Marielle Garrel, ouais. Jean-François Berry, Marie-Ève Cavaignac, Solange de Maynel. Donc, toutes ces personnes sont intervenues. Bon, j'ai ajouté Joël de Gravelaine, hein, qui était vraiment, je dirais, un peu l'ancienne. Mais j'avais plutôt, par rapport au congrès de Colette Chollet, rajeuni les cadres, on va dire. J'avais pris davantage les personnes de ma génération. Et comme c'était le début de l'informatique, et que moi je travaillais dans l'informatique, j'ai fait venir tous ceux qui faisaient des logiciels. Et ça, à mon avis, ça a été très important parce que tous ceux qui assistaient, là, ils ont pris conscience qu'il se passait quelque chose avec l'informatique. Hein, et puis chaque astrologue informaticien ou chaque informaticien a bien défendu le logiciel qu'il était en train de faire. Donc ça a été une belle table ronde qui a été publiée d'ailleurs, parce que tout ce que j'ai toujours fait, tous les textes ont été publiés, et à chaque année, il y avait les actes. Donc après, les gens, s'ils n'avaient pas tout compris, ils pouvaient se reporter, au texte, ou même, il y avait les enregistrements aussi. Donc le premier congrès sur Mercure et la communication, parce que j'avais un groupe qui s'appelait Mercure. Ça tombait bien. Pourquoi j'ai choisi Mercure et la communication ? Parce que j'avais tellement souffert que les astrologues se disputent. Hein, je me disais comment rétablir de la communication. Alors j'avais fait venir une psychologue, hein, Dominique Levadou, qui elle justement a fait toute une intervention en tant que psychologue sur ce qu'était la communication. Voilà. D'ailleurs, il y avait quelqu'un qui s'était inscrit au congrès qui m'a dit « mais c'est nul votre truc là, vous faites parler quelqu'un qui n'est pas astrologue ». Eh ben non, mais justement, c'est ça qui est intéressant. Alors je lui ai dit, hein, de toute façon, vous avez vu, hein, il y a 15 personnes qui vont parler. Si ça ne vous plaît pas, hein, vous allez discuter avec le libraire. Hein, et puis, alors, non, je vais y aller. Hein. Puis après, il est venu me trouver, il m'a dit, je vous remercie, c'était passionnant. Et j'ai toujours gardé cette idée de commencer mes congrès avec quelqu'un qui n'était pas astrologue. Eh oui. Quelqu'un de connu en général, hein, pour qu'il y ait une sorte d'ouverture sur autre chose que l'astrologie. Hein, donc la formule que j'avais mise au point, c'est celle que j'ai gardée après.
Oui, et puis d'ailleurs, et qu'on retrouve aussi, et qu'on a retrouvé chez Agapé aussi. Vous avez été parmi les premiers à offrir des cours de psychologie aussi. Ah oui, Agapé, qui s'est fait en même temps que mes congrès. En fait, moi, j'ai eu une grande année, positive, là. 75, c'était l'année dure. 89, c'est l'année où je démarre Agapé. C'est pas moi qui crée Agapé, c'est Solange de Magnel, mais elle me propose de participer à la fondation. Alors à l'époque, j'avais mon école. Elle me dit qu'il y aura aussi Joël de Gravelaine qui va arrêter son école pour venir à Agapé, Aline Gori aussi qui fera pareil. Alors je me suis dit, tiens, il y a un pool là, il y a quelque chose d'intéressant. J'aime toujours, moi, les trucs qui démarrent. Alors, ouais, c'est le côté cardinal. Donc je me suis dit, j'arrête mon école. Ceux de première année, ils peuvent même venir en deuxième année à Agapé. Et je prends le risque de travailler avec Solange de Magnel. Donc ça a été juin 89, fondation d'Agapé, qui a duré, qui dure encore. Et septembre 89, c'est Robert Hand, c'est la décision du Congrès. Et puis, troisième chose, à ce moment-là, mon épouse suit un cours à l'école normale, pas l'école normale supérieure, mais parce qu'elle veut être institutrice. Et elle invite quelqu'un qu'elle aime bien, un Africain, qui donnait des cours à l'école normale. Et dans le cours de la conversation, je dis à cet Africain, j'aurais tant aimé faire un travail universitaire sur l'astrologie, mais c'est impossible. Du comment, c'est pas, avec son air africain. Si, c'est possible. Je lui dis, mais expliquez-moi. Bah, vous venez chez moi. Alors il était prof à Jussieu, donc c'est comme ça que j'ai entrepris tout un travail d'ethnologie sur l'enseignement de l'astrologie dans la région parisienne. Alors ça a été pour moi une belle expérience. Donc j'ai interviewé 25 professeurs d'astrologie, toutes tendances, même sidéralistes. Mais j'étais plus astrologue, j'étais ethnologue. Donc j'avais oublié que j'avais ma vision de l'astrologie. Puisqu'il y avait une sidéraliste qui donnait des cours, je voulais ratisser, parce qu'on aurait même pu me reprocher de ne pas... Oui, justement, d'avoir été de l'avoir mis de côté. Et puis, grâce à ces 25 professeurs, j'ai pu poser des questions à 500 élèves par questionnaire. Puis il y en a quand même 200 qui ont répondu à peu près. C'est bien que j'avais une matière intéressante. Les interviews des 25 professeurs, plus les réponses au questionnaire. La moitié ont répondu à peu près, 200 sur 500. Et ça m'a donné, je dirais, un bon aperçu de ce qu'était l'astrologie en 1990. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est de voir que ceux qui étaient devenus professeurs d'astrologie, la plupart, ils n'avaient pas voulu être professeurs. C'était des gens... C'est des élèves, finalement, qui réclamaient, C'est une prof de yoga qui un jour parle d'astrologie. Mais pourquoi vous ne nous donneriez pas un cours d'astrologie au ministère de l'Intérieur, on propose, comment ça s'appelle, là, dans le collectif, là, culturel un peu, on propose des cours d'astronomie. Les gens disent non, nous ce qu'on veut c'est des cours d'astrologie. Et oui. Donc à ce moment-là, il y avait des cours d'astrologie au ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc tous ces profs m'ont raconté un peu de l'intérieur comment ça s'était réalisé tout ça. Donc c'était absolument passionnant pour moi de voir que l'astrologie était en train d'émerger. Et oui, parce qu'en 65, il n'y avait, pour ainsi dire, pas de cours encore, non Non. En 65, il y avait juste eu M. Barbeau et Claire Santagostini. Oui, c'est pour ça qu'il t'avait envoyé aussi chez Jean-Pierre Nicolas. Mais c'était avant, parce que Barbeau, dès qu'il a publié son traité en 61, il a arrêté les cours. Donc moi, quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas de cours. Donc moi j'ai appris que Santagostini, avec François Villet en 67, a créé une école. Après il y a eu le CEFA
créé par le Centre international d'astrologie. Là, c'était une belle école, hein. Berton, Régénéré, Colombet, Nicolas. Mais oui, chacun. Berton et Nicolas prêchaient pour sa paroisse et il y avait se pas sont, vraiment de comment dire, pas cohésion. entendus sur la manière de faire fonctionner l'école, si bien qu'ils se sont séparés et Berton a fondé l'ESAP. Mais à partir de ce moment-là, je dirais que. Parce que le CFA, bon, il a duré jusqu'en 75, hein, parce qu'une fois que je suis parti, ça s'est quasiment arrêté, parce que c'est moi qui ai alimenté le CFA. Donc à partir de 75, finalement, il n'y avait plus vraiment d'école. Donc, et il y a eu vraiment un regain. Donc non, mais ce qu'il y a eu, c'était que des profs individuels. Mais c'est ça qui m'a marqué. Hein, comment ça se fait que tout d'un coup, hein, comme des champignons, hein, les cours d'astrologie ont poussé. Hein. Alors, juste avant, hein, ce qui est intéressant, là, c'est qu'il y avait eu le phénomène Madame Soleil, je ne sais pas si vous vous souvenez, 1971, Madame Soleil a une émission, hein, et chaque jour, c'est 10 000 personnes au moins, 20 000 même, qui veulent avoir une consultation en direct. Hein. Et ça a donné lieu à une étude sociologique. Edgar Morin, hein, il est étonné et il envoie des sociologues enquêter sur ce phénomène. Sur le phénomène Madame Soleil, mais ils vont enquêter aussi sur l'astrologie. Ils vont aller aux réunions du Centre international d'astrologie. Ils vont aller à Astroflash. Donc à partir de 70, 71, là, Edgar Morin, il fait son diagnostic. Et quel est le titre? Le retour des astrologues. Le retour des astrologues. Une enquête diagnostique. Philippe de France, Claude Fischler, Edgar Morin. Donc ça témoigne que dès les années 70, ça y est, comment dire, l'astrologie devient visible. Astroflash en plein Champs-Élysées, Madame Soleil sur Europe numéro 1, et puis très vite, plein d'écoles hein, qui vont former plein d'astrologues, pas plein, mais parmi les élèves, il va y avoir des astrologues. Et puis, je dirais, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a des consultations d'astrologie. Parce qu'avant, avant, je dirais, le métier d'astrologue n'existait pas. Hein. Donc, je dirais, à partir des années 70, c'est l'invention du métier d'astrologue. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Hein, il y a même quelqu'un qui, en 77, va faire une thèse, profession, astrologue. Et Jean-Pierre Nicolas avait été très interviewé pour cette thèse, etc. Parce qu'il y en avait encore peu, mais ça y est, il y avait des gens qui ne vivaient que d'astrologie. Hein, parce qu'avant 65, hein, vous les comptiez peut-être sur la main, hein, les gens qui vivaient que d'astrologie. Donc moi, j'ai eu la chance d'assister à l'émergence, hein, et puis que j'ai pu décrire dans mon DESS, l'émergence du métier d'astrologue, et puis du fait que même si l'astrologie, elle est critiquée, hein, même beaucoup par les milieux universitaires, bah, maintenant, elle est quand même comme un fait social. Hein. Tout le monde maintenant connaît l'existence des astrologues. Hein. Tout le monde connaît Françoise Hardy, par exemple. Hein. Tout le monde sait un peu ce qu'il y a à côté de l'horoscope des journaux, une astrologie des consultations. Comme on dit, une astrologie de masse et une astrologie savante. Voilà. Tout à fait, oui. Donc j'ai été complètement, je dirais, dans un bain. Alors, vous voyez, l'année 89, pour moi, elle a été riche, hein, parce qu'elle m'a propulsé dans un nouvel enseignement, dans l'organisation de congrès, que j'ai géré grâce à l'informatique, hein, parce que jusqu'à 400 personnes géraient tout seul des congrès, il faut le faire. Et puis, un travail universitaire qui m'a permis d'ailleurs pendant 6 mois de donner des cours à l'université. Hein, j'étais, je dirais, enseignant d'ethnologie sur l'astrologie, ce qui a valu des problèmes à mon prof parce que l'année d'après, à chacun de ses cours, il y avait quelqu'un qui était un observateur parce qu'on n'avait pas apprécié qu'il ait donné la parole dans ses cours à un astrologue.
Alors, dans un prochain film, Yves, tu nous parleras peut-être des cycles en lien avec cette émergence de l'astrologie de l'année 1965. Tu mettrais ça en lien avec la conjonction Uranus-Pluton en Vierge? Oui, oui, exactement. Et puis... Oui, oui, disons que tout ce qu'on a appelé le New Age, à mon avis, est né à ce moment-là. C'est lié à Uranus-Pluton. Hein, et quelqu'un m'avait fait remarquer que Astroflash, hein, l'astrologie et l'ordinateur, hein, et oui. L'ordinateur, c'est très Uranus, l'astrologie, la queue du saurien, dirait Jung, hein, c'est très Pluton. Ouais. Donc la conjonction des deux... Hein, et oui, et puis c'est vrai que l'informatique a contribué à l'essor, parce qu'avant il fallait monter les thèmes à la main, et c'était un disons que l'informatique a fait que il y a eu de plus en plus de personnes qui pouvaient devenir astrologues ou étudiants en astrologie. Alors ça a modifié un peu, comment dire, ceux qui faisaient de l'astrologie, parce qu'avant il fallait vraiment être hyper saturnien, parce qu'il y avait des calculs. C'est ça, c'est ça. Donc ça a ouvert à... Alors à partir du moment démocratisé, oui. Où on n'avait plus le calcul à faire, même des personnes qui étaient plus littéraires, hein, d'où par exemple le développement d'une astrologie très liée à la mythologie. Avant les années 65, personne ne parlait mythologie. Hein, donc il y a eu toute une évolution, on va dire aussi une féminisation de l'astrologie, hein, parce que dans les, comment dire, quand j'avais fait mon travail, c'était moitié-moitié. Hein, moitié femme enseignante, moitié homme enseignant, mais le public était féminin surtout. Hein. Donc il n'y aurait pas eu ce public féminin, bon, il n'y aurait peut-être pas eu non plus le développement des écoles. Voilà. Alors qu'avant, quand j'étais au Centre international d'astrologie, il y avait quand même plutôt une dominante masculine. Hein. Donc, bon, ça serait étudié presque sociologiquement. Voilà. Mais, donc cette évolution était très intéressante, je dirais, à observer. Bon, merci Yves, on se retrouve... Quand tu veux. Pour un prochain film où tu vas nous parler justement de ces cycles. D'accord. D'un point de vue mondial et individuel. D'autant que ça m'intéresse beaucoup. Merci. Voilà. Merci.